Waouh! Je vous avoue que juste après avoir vu ce film, j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur le spectacle que je venais de voir au cinéma. Je pense qu'actuellement, on se rend pas compte encore de ce que c'est, mais on est en train de vivre la naissance d'une saga aussi grande et puissante que Le Seigneur des Anneaux Star Wars. Donc aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, et laissez-moi vous raconter ce qu'est Dune 2. C'est parti. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être. Et si Paul Atreides était toujours en vie? Est-ce que t'as déjà rêvé de ta première chevauchée? Pas de fantaisie. Alors pour vous remettre dans le contexte, on avait laissé Paul Atreides, le personnage principal de cette histoire joué par Timothée Chalamet, avec les Fremen. Ils venaient de se faire accepter par leur camp après un combat à mort qu'il a remporté face à Jamis. Et ils étaient sur le chemin du retour au camp Fremen, dans les dunes, où Zendaya termine avec cette phrase « Ce n'est que le commencement ». Et bien ce début de deuxième partie de Dune, c'est la suite directe. On les retrouve là où on les avait laissés, parmi les dunes. Et dans cet opus, on était déjà assez focus sur Paul, mais surtout, on était plus quand même assez sur la famille Atreides. Là, ça va être vraiment Paul, au centre de l'histoire. Il va poursuivre son destin pouvant potentiellement le faire devenir le prophète que prédisent les Bene Gesserit depuis plusieurs millénaires. Pour rappel, les Bene Gesserit, c'est un clan de femmes qui ont des visions et des capacités physiques et mentales supérieures. C'est un peu des espèces de Jedi en gros. Et ces Bene Gesserit ont notamment des visions sur le futur, et dans le premier film, on voit que autour de la période où on se trouve dans cette histoire, le prophète qu'elles appellent depuis je ne sais combien de temps devrait arriver incessamment sous peu. Et bien sûr, comme dans toute histoire de prophétie, la personne concernée est censée ramener la paix et l'harmonie dans tout le territoire dont parle l'histoire, donc ici l'Imperium. Et c'est donc de ça que va parler ce deuxième film. Maintenant, on va rentrer directement dans la critique de celui-ci. Et bien, on va commencer par dire que les gens qui trouvaient que le premier film était un peu long, eh bien, le problème est résolu dans le deuxième. On est presque à 3 heures de film et on ne les voit, mais alors absolument pas passer. C'est limite si on demandait pas à ce qu'il dure plus longtemps, genre limite 3h20, tu vois. S'il avait une longueur à la Killer de Flower Moon, on était ok, on aurait pu en bouffer encore 40 minutes. Visuellement, c'est juste fou. T'as pas le droit de dire qu'il y a rien à dire, faut le dire, c'est magnifique, quoi, ce qu'on voit. T'arrives pas à décerner le vrai du faux, c'est l'avantage justement quand tu tournes dans des décors réels, dans la nature. Ils sont allés en Jordanie pour tourner ce film. Quand t'incrustes tous les effets visuels derrière, bah, le côté réaliste, il ressort trop bien en fait parce que t'as pas du coup cet effet de manque de profondeur qu'on pourrait retrouver dans certains films qui font tout en fond vert ou dans des espèces d'arènes, tu sais, où il y a les écrans qui tournent, qui sont tout autour de l'acteur. Ça c'est pas mal, mais quand tu veux vraiment une sensation de liberté et de nature, bah, pourquoi pas aller directement dedans, quoi. Le rendu est tellement convaincant, même les véhicules que tu vois dans le film, tu te dis, tu sais très bien qu'ils n'existent pas, mais c'est tellement bien incrusté que t'y crois en fait. Pendant tout le film, t'es sur Arrakis, t'es pas dans une salle de cinéma, t'es pas dans un désert sur Terre quelque part. Non, t'es avec eux sur une planète que tu connais pas, que tu découvres en même temps que Paul, tu vois. Et c'est ça qui est incroyable. C'est ça le pouvoir de ce film, c'est l'une de ses plus grandes forces. Et ce sentiment d'être sur Arrakis, donc il est renforcé par la technique, mais aussi par le peuple qui l'habite, les Fremen. Beaucoup plus en vue dans cet opus, évidemment, et on apprend quasi tout d'eux, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le découvre à travers les yeux de Paul. Et je sais pas vous, mais moi, ça m'a fait penser au Avatar de 2009 avec James Cameron. Je sais pas vous, la première fois que vous avez vu Avatar, mais moi, j'avais trouvé ça incroyable, tu sais. T'arrives sur une nouvelle planète que tu connais pas, un nouveau peuple, et t'essayes de t'approprier leur culture, de comprendre comment ils fonctionnent, de savoir pourquoi ils font telle ou telle chose.
Enfin, c'est super enrichissant comme expérience. Et là, tu retrouves exactement le même schéma dans ce Dune deuxième partie, et c'est super captivant. Surtout que c'est quelque chose qu'on attendait de fou, étant donné qu'on a fait leur connaissance 30 minutes à la fin du dernier film. On connaissait rien d'eux, si ce n'est qu'ils vivaient là depuis je ne sais combien de temps, qu'ils avaient les yeux bleus. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de trou dans le film, c'est parce que t'es toujours en train de découvrir quelque chose. Même dans des moments plus calmes, en fait, il y a toujours quelque chose que tu ne connaissais pas avant sur ce peuple Fremen, qui fait que bah t'es toujours en éveil. Et comme je le disais, on vit ces expériences-là à travers les yeux de Paul Atreides, notamment une scène qui est quand même, il faut en parler, cette scène, parce qu'elle est juste bluffante, elle est exceptionnelle. C'est peut-être celle qui va rester, qu'on va retenir du film, tu vois. Elle est vraiment un peu paumée au milieu du film, mais tu vas la retenir. Et je parle bien sûr de la scène du verre. Alors non, c'est pas un spoil, parce qu'elle est dans la bande-annonce, cette scène. D'ailleurs, sur le moment, je me suis dit, mais ils sont complètement cons. Pourquoi ils l'ont mis dans la bande-annonce? Genre, c'est une scène tellement importante, tellement cruciale, tellement exceptionnelle. T'as pas le droit de nous montrer ça tout de suite. Faut que tu nous laisses découvrir ça, qu'on ait vraiment les poils, tu vois. Et j'étais limite dégoûté qu'il l'ait mise, parce que je me suis dit, tu vas gâcher le moment du film. Mais en fait, non, parce que c'est là où tu dis que une expérience au cinéma, c'est toujours mieux que devant ta télé. C'est pour ce genre de scène. Quand t'as le film devant les yeux, t'as tout ce qui se passe avant, qui te met dans l'ambiance, tu vois. Tu sais ce qui va se passer. Mais le jeu d'acteur Timothée Chalamet renforce la chose. Les quelques minutes avant aussi. Et surtout, la BO de Hans Zimmer. Dans le premier film, je la trouvais déjà géniale, cette BO. Mais là, dans le deuxième, c'est tellement puissant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo de The Creator, c'est lui qui faisait la BO aussi. Et je trouvais justement qu'elle n'était pas mémorable, qu'il avait déjà fait mieux dans sa carrière. Mais celle-là, mais dès la première note, je la reconnais. C'est tellement puissant, et même si je savais ce qui allait se passer parce que je l'avais vu dans la bande-annonce, mais les poils, mon gars, je suis resté pendant 10 minutes, j'étais comme ça collé à mon siège. C'était incroyable. C'était un truc de fou. Elle est tellement incroyable, cette scène. J'ai l'impression de répéter le même mot en boucle, mais il n'y a pas d'autre mot pour la décrire. Elle est sensationnelle. Bah, tu vois qu'il y en a un autre. Et je vous parle de cette scène qui m'a mis les frissons, tout ça, mais évidemment, c'est pas la seule. Il y en a pas mal qui m'ont mis des frissons. Et notamment les scènes de combat. Il y en a beaucoup qui reprochent ça au film, qui disent que c'est le point faible du film. Alors, je mets entre guillemets parce que pour moi, ce film n'a pas forcément de point faible, mais c'est le point qui est légèrement en dessous des autres. J'avoue, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que, ok, le combat qui est censé être le combat final est assez court, on est d'accord là-dessus, mais le truc, c'est que quand vous suivez l'histoire et que vous comprenez ce qui va arriver après, c'est un prélude en fait. Donc, tu peux pas trop reprocher que ce soit court. On te vend ça comme le début. C'est le début de quelque chose. Donc en fait, tout le côté épique et sensationnel que vous attendez, bah, ça va être un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi. Il faut attendre le Dune 3 pour l'avoir. Et puis moi, je vous dis, les combats, ça m'a pas trop dérangé parce que moi, ce que je kiffe comme combat là que j'ai eu, c'est le combat entre Paul et Fedrota. Ce combat, il est juste génial. Et c'est assez particulier parce que t'as aucun bruit, t'as aucun son, t'as juste deux mecs face à face et qui vont se la donner. Et t'entends juste les coups qui se donnent et les lames qui fendent l'air. Et je trouve que ça suffit amplement pour que ce soit magnifique. La choré, elle est belle, elle est intense. Genre tu sens qu'il y a de l'impact, qu'il y a de l'envie, que le but c'est vraiment de tuer l'autre, tu vois. Ça fait pas trop choré dansante, c'est percutant, non, ça marche bien. Je suis désolé, genre les combats ils sont vraiment excellents. Et dans les autres choses que j'ai notées, c'est aussi cette partie technique en noir et blanc qu'on voit dans la bande-annonce, où on voit justement Fedrota. C'était vraiment une partie sympa de l'œuvre, et surtout, là on va rentrer dans la partie jeu d'acteur, Austin Butler. Je le découvre avec ce film-là, parce que j'ai pas vu Elvis. Mais putain, il est incroyable ce mec. Vraiment, je m'attendais pas à ça. Quand tu le vois hors des plateaux et tout, il a l'air tout gentil. Il est classe, tu vois, mais il a l'air tout gentil, adorable. Et puis même dans Elvis, c'est pas le genre de personnage qu'il jouait. Là, il passe pour un taré. Le mec n'a absolument aucun cœur. T'as l'impression que quand il subit la violence ou qu'il en voit, il aime ça. Genre, t'as l'impression qu'il y a une relation avec la violence c'est un peu masochiste limite, tu vois. Genre, il aime ça, ça le fait sourire.
ça le fait rire, genre il adore, tu vois. Et la manière dont il joue ça, t'es en mode, tu sais qu'il lui manque une case. T'as pas besoin de tergiverser, qu'on te montre 3000 scènes où on le voit devenir fou, quoi, non. Genre, là, il a pas énormément de temps à l'écran, mais t'en as pas besoin de plus pour comprendre qu'il est complètement décalé. Tu vois, dans ses actes, c'est amplement suffisant. Mais en vrai, tant que je parle du jeu d'acteur, là, je parle de Tim Butler qui a 32 ans, Zendaya, elle a moins de 30 ans, Timothée Chalamet, il a 28. Je pense qu'on est quand même en train d'assister à quelque chose, c'est une espèce de tournant à Hollywood. J'ai et j'aurai toujours un immense respect pour Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Robert Downey Jr., Tom Cruise. Enfin, tous ces acteurs de cette génération-là, cette génération qui, je suis désolé, mais il y a pas si longtemps, Brad Pitt, il vient d'avoir 60 piges, donc, enfin, ça m'a fait un coup, genre, putain, il a 60 ans, mec. J'ai l'impression que ça fait que 10 ans que je vois au cinéma, tu vois. Je m'attendais pas à ça. Et tous ces acteurs-là, ouais, ils approchent de la soixantaine et tout. Et tu commences à te dire, ça serait bien qu'il y ait de nouveaux acteurs qui arrivent pour prendre le flambeau, jouer les jeunes rôles, être un peu les nouvelles coqueluches d'Hollywood. Et en fait, t'as pas besoin de les attendre, elles sont déjà là. Zendaya, elle tient clairement son meilleur rôle. Tous ceux qui disaient qu'elle savait pas jouer dans la trilogie Spider-Man, elle prouve totalement le contraire. Elle fait fermer des bouches, là. J'ai rien d'autre à dire que ça. Et il y a même des trucs assez ouf, c'est que elle a pensé à ça dans son personnage. Et ça, c'est très très fort. D'ailleurs, vous pouvez retrouver cette interview de Hugo Décrypte, je crois, sur France TV, où elle explique que il y a des scènes où elle veut pleurer, tu vois, où ce serait normal pour un humain lambda de pleurer, parce qu'il y a une relation amoureuse, on le sait très bien, entre son personnage de Shani et Paul. Il y a des moments où elle pourrait pleurer, mais dans la culture Fremen, si tu pleures, tu gâches de l'eau. L'eau qui est en très faible quantité sur cette planète. Et je trouve que sa manière de se retenir, d'essayer d'être insubmersible, insensible à ce qui se passe, c'était très très fort. Elle arrive à être douce, émouvante, sans pour autant aller jusqu'à utiliser ses larmes, tu vois. Tu le vois juste sur son regard. Elle te fait de la peine. Franchement, elle joue super bien. Je vous avoue que j'ai quand même gardé le meilleur pour la fin. Timothée Chalamet, parce que faut qu'on en parle. Il a prouvé qu'il savait faire des rôles, qu'il c'est un très grand acteur dans Call Me By Your Name, dans Wonka dernièrement, il passe très très bien. Ce gars qui a des rêves plein la tête, euphorique, toujours le smile dans une comédie musicale, très propre. Mais là, dans Dune, on avait quitté un jeune adulte qui était encore sous les ordres de son père, un enfant quelque part. Là, on le voit devenir grand, tu vois, c'est un bonhomme. Et je savais pas si ça allait marcher parce que le mec est aussi cuss que moi, tu vois. Il est comme as. Et tu te dis, mais on a besoin d'un leader charismatique, d'un leader qui doit fédérer tout un peuple, des milliers, des millions de gens. Et franchement, Timothée Chalamet, est-ce qu'il va pouvoir faire ça? Je vous laisserai découvrir ça dans le film, je peux pas vous spoiler ça. Mais il y a une scène. Cette scène, elle est juste... T'as le souffle coupé. Là, j'ai eu les frissons, mais par le discours du mec, par la puissance dans la voix. Qu'est-ce qu'il est fort. Il m'a bluffé. Je pense que c'est l'un des meilleurs acteurs que j'ai vu jouer depuis très longtemps, en fait. Il a vraiment tout pour être une star. Il est déjà une star, mais ce que je veux dire, c'est d'être l'une des plus grandes stars qu'Hollywood est connu, tu vois. Un peu comme Paul, en fait. Il a ce truc en lui. C'est son destin, c'est à lui de décider s'il doit aller jusqu'au bout ou pas. Il peut le faire. Il a tout pour le faire. Et c'est ça qui fait que c'est incroyable. Et qu'il est génial dans ce rôle. Alors, je sais que j'ai pas parlé de personnages, notamment comme Florence Pugh. On a vu dans plusieurs bandes annonces qu'on sait qu'elle est au casting. On la voit pas beaucoup, en fait. Et je pense qu'on la verra plus dans un Dune 3 où son personnage, justement, aura une plus grande importance. C'est clair et net. Parce que, oui, je vous l'ai dit un petit peu en début de vidéo, mais au vu de la fin de cette deuxième partie, c'est sûr et certain qu'il y aura un Dune 3. Denis Villeneuve l'a quand même largement fait sous-entendre. J'espère vraiment que ce dernier volet va nous permettre d'avoir cette trilogie qu'on attend, cette trilogie historique pour faire en sorte que cette saga ou cette première partie de saga se clôt en apothéose, ça va être juste incroyable, quoi. On croise les doigts. Visiblement, ça va pas être avant 2027, mais bon, en vrai, prends ton temps. Si c'est pour nous faire
un chef-d'œuvre, une pépite ou enfin juste quelque chose de magnifique. Prenez votre temps, vraiment. Voilà, c'était mon avis sur Dune 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à la partager, commenter, dites-moi ce que vous avez pensé du film. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Cine and Trip. Salut!